Donc aujourd'hui, nous allons écouter Alexandre qui nous parlera de ses romans. Attends. J'ai un souci, le stream arrête pas de se déconnecter. Ok. Donc bienvenue à tous. Donc ce soir, nous allons écouter Alexandre qui nous parlera de ses romans. Et du coup, Alexandre, je te laisse te présenter. Je me suis un petit peu aventurée sur le sentier justement du thriller psychologique parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à explorer. D'où Everlight West, qui est donc un roman en 2 parties, alors pas en 2 tomes, mais je reviendrai dessus un petit peu après. C'est vraiment 2 parties qui se suivent et qui ne peuvent pas pour le coup se lire indépendamment. Et donc avec Everlight West, on a un univers étendu qui s'appelle Reality Insight, et pareil, je vous en parlerai un petit peu après. Alors du coup, est-ce que dans le chat, ça va mieux au niveau du son? Voilà. Il paraît qu'on m'entend pas. Oui, j'ai réaugmenté parce que du coup, par rapport au dernier live où il y a eu des soucis et tout, du coup, j'ai dû refaire les réglages. Ok. Et salut Foxit. Salut Foxit. Est-ce que là, ça va mieux? Et ça arrive, c'est pas bien grave. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Ça me rajeunit pas tout ça. Ça va faire 11 ans du coup cette année, puisque mon premier roman, donc le premier tome de l'Odyssée des Deux Mondes, je l'ai écrit à l'âge de 14 ans. Enfin, en tout cas, je l'ai commencé à 14 ans et je l'ai terminé à peu près 1 an et demi plus tard. Donc j'ai vraiment commencé à écrire des romans à 14 ans, mais l'envie d'écrire et de raconter, de créer des histoires n'est jamais vraiment... Enfin, elle a toujours été là, donc on va dire que j'ai commencé à écrire des petites histoires à 9-10 ans, des petits contes, j'aimais beaucoup écrire des poèmes. Et puis un matin, je me suis vraiment levée, j'étais au lycée, et je sais pas, l'envie m'est venue d'écrire une trilogie comme ça, je saurais pas dire exactement pourquoi, et ça a donné naissance à l'Odyssée des Deux Mondes. Et du coup, pourquoi avoir choisi Sudaren? Ça a été le fruit d'une longue réflexion et même d'une longue bataille, je dirais. Alors, à la base, je comptais pas du tout faire éditer mes romans, en tout cas la trilogie que j'avais écrite à l'époque. Donc c'est de la fantaisie, et même si c'est un univers complètement imaginaire, je trouvais ça extrêmement personnel, parce que j'écrivais d'abord pour moi, parce que c'est une sorte d'exutoire et de manière de m'exprimer, de sortir un petit peu de ma timidité. Et c'était des histoires que je n'avais pas vraiment vocation à partager, je les écrivais plus pour moi, pour extérioriser certaines choses. Et puis j'ai fait la rencontre d'une prof de français au lycée qui m'a vraiment beaucoup marquée, et qui m'a encouragée un petit peu à sortir de cette bulle. Elle a accepté de lire le premier tome de l'Odyssée des Deux Mondes qui était écrit à l'époque. Et elle m'a orientée vers différents éditeurs parce que c'était le monde éditorial, pardon, je ne le connaissais absolument pas. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à ce monde-là, de pouvoir poser des questions à des éditeurs. Alors les maisons d'édition qu'elle m'a fait connaître, c'était pas des maisons d'édition spécialisées dans l'imaginaire, mais déjà j'avais une idée un petit peu plus précise de ce qu'était un éditeur et de ce qu'il faisait concrètement. Et après, j'ai démarché beaucoup de maisons d'édition, petites comme grandes. J'ai dû envoyer une 50aine de maisons. Je suis heureusement pas tombée dans le piège des maisons d'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire qui demandent
une contribution financière à l'auteur en échange d'être publié. J'avais signé un premier contrat chez une maison d'édition qui me paraissait sérieuse et puis finalement elle a mis la clé sous la porte. Et c'est tout simplement grâce à ma meilleure amie qui s'appelle Marie Lechigo, qui est également éditée chez Sudaren, qui a parlé de moi à David Martin, donc l'éditeur. Et par un concours de circonstances, on s'est retrouvés à se rencontrer sur Montpellier, parce que Sudaren est basé dans le Var et que voilà, je comprenais pas trop pourquoi il venait sur Montpellier, mais il se trouvait qu'il était en déplacement. Et moi, j'étais encore en train de faire mes études, donc je suis allée voir ma prof, je me souviens, avec des étoiles plein les yeux, en mode c'est un petit peu le rendez-vous de ma vie, et je sentais qu'il fallait pas que je loupe cette opportunité, parce que je savais pas si elle se représenterait et quand elle se représenterait. Donc on s'est rencontrés physiquement, on a beaucoup discuté, et je pense que l'avantage que voyait David, c'était que ma trilogie était déjà écrite. Donc il y a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent un premier tome et puis qui attendent, ou parfois qui n'écrivent jamais la suite. Donc là, il avait l'assurance d'avoir une histoire qui était déjà construite et terminée. Et voilà, le courant est super bien passé, on a signé le contrat et quelques mois plus tard, j'avais mon premier roman entre les mains, qui a été un énorme moment d'émotion. Et voilà, au-delà... Pourquoi Sudaren? Parce que au-delà d'être une maison d'édition avec laquelle je suis en total accord et qui porte des valeurs vraiment que je défends aussi, je trouve que c'est une maison d'édition humaine et voilà, les auteurs, c'est devenu un petit peu comme une seconde famille et on s'entend tous super bien. Et voilà, il y a vraiment une proximité entre l'auteur et les l'éditeur et les auteurs qui est vraiment très appréciable. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors le plus proportionnellement, ça va être de la fantasy, parce que sur mes 6 romans édités, il y en a 4 qui sont de la fantasy. Parce que tout simplement, c'est un genre de l'imaginaire qui me parle et dans lequel je me suis toujours épanouie. Même étant petite, je m'imaginais des mondes un petit peu voilà, avec des dragons, avec des créatures mystiques, avec de l'aventure. Et le thriller psychologique, c'est venu un petit peu après. Je pense que ça a été beaucoup bercé par les influences que je pouvais regarder et lire, parce que je me suis ouverte aux mangas, aux animés. Et on va dire que le déclencheur de pourquoi j'ai voulu écrire du thriller psychologique, c'était tous les univers du genre Death Note, Psycho Pass, Steins Gate, qui sont mes 3 influences principales pour Ever Lighthouse. Et qui sont vraiment... Il y a cet aspect psychologique et il y a cet aspect suspense et jeu d'esprit surtout qui me plaît beaucoup. Et derrière, il y a toujours un questionnement sur la société, une critique que j'aime beaucoup et qui est déjà présente dans mes romans fantasy, mais que j'ai encore approfondie du coup dans le thriller psychologique. Et du coup, je vais... Alors tout d'abord, bienvenue à Katsugan qui nous a rejoint. Et, Salut. Et du coup, bah, je vais t'inviter à nous présenter tous tes romans. Alors, je vais essayer de faire court. Katsugan en saura quelque chose parce que Katsugan c'est donc un de mes bêta lecteurs qui a été notamment bêta lecteur pour Ever Lighthouse et qui a été bêta lecteur pour mon nouveau roman qui va donc sortir cet été. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et voilà, il sait que j'ai tendance à faire des longues phrases, donc je vais essayer d'être concise. Donc pour l'Odyssée des deux mondes, je vais vous montrer les couvertures aussi physiquement. Donc l'Odyssée des deux mondes, la couverture ressemble à ça pour le premier tome. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y a quand même 6 livres. Voilà, donc l'Odyssée des deux mondes, c'est une trilogie fantasy. On va suivre les aventures de Hera, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années au début de l'histoire, qui est un petit peu indécise sur son avenir, sur son destin, qui s'est toujours sentie scindée en deux, partagée entre elle-même en tant qu'identité et une autre identité, une autre âme, comme si 2 âmes cohabitaient dans la même personne. Et donc on va suivre cette jeune femme et un groupe de compagnons, donc on les appelle les protecteurs d'Elia. C'est un ordre qui fait un petit peu le lien entre les royaumes et les gouvernants et le bas peuple, j'ai envie de dire, pour protéger justement ce peuple et protéger donc les deux mondes, puisqu'on a un continent divisé en 2 mondes, un monde qui va être un petit peu monde médiéval comme on pourrait se l'imaginer, où il n'y a pas du tout de magie, ou en tout cas elle est très rare et assez mal perçue. Et de l'autre côté de cette frontière, on va avoir justement ce monde magique qui est en totale opposition avec ce premier monde. Et les deux mondes ne cohabitent pas du tout. Et justement, Hera et ses compagnons vont être finalement un des premiers
à franchir ce cap et à vraiment aller au-delà des frontières pour découvrir ce qu'il y a derrière les mythes et les légendes. Et on va découvrir un monde voilà, fait de dragons, fait de fées, de créatures un petit peu hybrides. On a aussi toute une histoire qui tourne autour des éléments, c'est-à-dire que chaque personnage est relié à un élément, donc le feu, la terre, l'eau, etc. Et ces éléments-là vont un petit peu définir leur caractère. Voilà. Et donc dans tout ça, on est sur fond d'éveil des ténèbres, puisque c'est le titre de du premier tome de l'Odyssée. Donc on est dans un continent qui a été un petit peu scindé par les conflits, il y a eu beaucoup de guerres autrefois, et là on se retrouve à une période de paix qui est menacée justement par l'apparition d'une ancienne créature qu'on va appeler le fléau millénaire ou le créateur d'ombre, voilà, on utilise les deux termes, et ce créateur d'ombre qui a longtemps été endormi se réveille de nouveau, ce qui va donc provoquer un petit peu la panique chez tout le monde, en mode il va falloir qu'on réagisse, il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à faire tous ces sacrifices? Est-ce qu'on est armé face à cette menace? Et l'Odyssée des deux mondes commence volontairement par une vision très naïve et très binaire, j'ai envie de dire, du monde, avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et puis petit à petit, dans le tome 2 et le tome 3, on va vraiment nuancer. Et je trouve que ça reflète bien aussi mon identité et mon évolution en tant qu'être humain, c'est-à-dire que à 14 ans, quand j'ai écrit ce tome-là, j'avais une vision très binaire des choses. Et puis en grandissant, parce que le dernier tome, je l'ai écrit à 18 ans, donc ça c'est l'ensemble de la trilogie, je l'ai rédigé pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, j'ai grandi et j'ai mûri aux côtés de ces personnages. Voilà ce qui m'a permis de nuancer aussi ma façon d'appréhender le monde, et ça se retranscrit à travers ce livre. Il y a des scènes d'action, mais c'est aussi très poétique. On est beaucoup dans l'observation, dans les descriptions de paysages. Voilà, on va être plutôt dans un voyage qu'on va effectuer à travers les yeux des personnages, je dirais. Voilà pour l'Odyssée des deux mondes. Et je vais enchaîner directement avec Nolian, tout simplement parce qu'il est intimement relié à l'univers de l'Odyssée. Dans le sens où c'est tout simplement le même univers. Alors je vais vous montrer la carte du continent que vous voyez juste ici. Alors elle est en noir et blanc dans le livre, mais vous pouvez la retrouver en couleur sur internet très facilement. Donc cette carte du continent, voilà, on représente les deux mondes. Et dans Nolian, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle donc Nolian, voilà, tout simplement, qui a 12 ans au début de l'histoire et dont la particularité est d'être né avec des dons qui sont bien plus forts que ceux des dieux fondateurs, puisque dans ce monde-là, on n'est pas dans une religion où on croit en un seul dieu, il y a deux dieux, une femme et un homme qui créent l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et justement, cet éveil des ténèbres dont je parlais vient perturber cet équilibre qui était déjà instauré. Dans Nolian, on va suivre justement ce jeune garçon qui, contrairement à Hera, qui est un petit peu comme un pantin des dieux, elle a des dons, Hera, de guérison, mais rien de comparable à ce que peut avoir Nolian. Nolian, concrètement, d'une pensée, d'une volonté, il peut détruire le monde comme il peut le sauver. Donc ça va être un petit peu tout son fardeau. Et ce qui va un petit peu le changer, c'est sa rencontre avec le personnage qu'on voit juste au-dessus, donc qui a un esprit venu d'un autre temps. Cet esprit a vécu plusieurs millénaires avant Nolian et est censé être décédé, mais se retrouve ramené à la vie, réincarné, mais totalement amnésique. Et c'est cette rencontre entre les deux personnages qui sont un petit peu aux antipodes l'un de l'autre qui va vraiment lancer la dynamique de l'intrigue, et les deux personnages s'aperçoivent que les souvenirs de cet esprit ne sont pas perdus. Il est certes amnésique, mais il a le moyen de récupérer ses souvenirs. Donc on va accompagner ces deux personnages à travers tout le continent pour récupérer ces fragments de souvenirs, et c'est vraiment comme un puzzle qu'on reconstitue. Dans l'Odyssée des deux mondes, on était vraiment sur un voyage physique, dans le sens géographique. Ici, on va voyager physiquement, mais on va surtout avoir du voyage dans le temps, puisqu'à chaque fois qu'on va retourner dans les souvenirs de cet esprit, forcément, on va avoir des scènes du passé qui vont se reconstituer. Et on va avoir du voyage dimensionnel, parce que justement, toute cette histoire de souvenirs perdus, il y a un petit peu plus que juste des souvenirs perdus, et on va découvrir dans l'histoire pourquoi cet esprit a perdu la mémoire et pourquoi surtout il a été ramené à la vie plusieurs millénaires après être décédé. Voilà. Voilà pour Nolian. Et Everlight West, alors je vais prendre les deux romans. Hop. Everlight West, donc, qui est en 2 parties et pas en 2 tomes, comme j'insistais beaucoup dessus tout à l'heure.
Pourquoi 2 parties et pas 2 tomes? Tout simplement parce qu'à la base, c'était quelque chose que j'avais écrit en one-shot. Vraiment, c'était un one-shot dans ma tête. Et il s'est trouvé qu'à la fin de l'écriture, ça faisait plus de 900 pages, je crois. Et par exemple, l'Odyssée des 2 mondes, c'est déjà à peu près 500 pages par livre, et vous voyez que c'est assez épais déjà. Donc, par souci de confort de lecture, on va dire, on a décidé avec Sudaren, avec David, de le couper en 2. Ce qui finalement nous a donné l'opportunité de nous laisser plus de temps pour développer l'univers étendu. Donc la partie 1 s'appelle Ophania et la partie 2 s'appelle Ténèbres clairvoyantes. Donc vous voyez que les couvertures sont un peu le miroir l'une de l'autre. Alors Everlight West, pour ceux qui se poseraient la question, c'est tout simplement le nom du personnage principal, qui est détective privé. Et donc si vous voyez au dos des livres, on a, je ne vais pas dire au lieu d'un résumé, mais en tant que résumé, on a une citation. Et vu que ce sont 2 parties, on a la citation qui commence sur la partie 1 et qui est complétée par la partie 2. Et cette citation dit « Les miroirs ne mentent jamais », 3 petits points. Ça, c'est le résumé de la partie 1. Et ça vient se compléter avec « Le véritable mensonge réside dans l'image que nous choisissons de lui substituer ». Voilà, donc il y a toute une thématique autour des miroirs. Et pour l'intrigue en elle-même, on va suivre Everlight West, qui va être donc détective privé. On est dans un monde qui est pas encore futuriste, mais qui est donc proche. On est en 2031. C'est pour ça que c'est pas encore de la science-fiction. On est ancré dans le monde réel, mais avec un pays imaginaire. Et voilà, j'ai essayé de me projeter dans 10 ans, quelles seraient les technologies, comment serait le monde. Et le fait d'utiliser un pays imaginaire, ça m'a permis de créer mes propres règles aussi pour ce pays. Donc ici, il va être question de suivre ce détective dans une enquête un petit peu particulière, puisque ce détective a hérité d'une pyramide étant enfant. Cette pyramide lui donne le pouvoir de débloquer un accès à travers une dimension parallèle. Et ça va être vraiment la thématique centrale, cette dimension parallèle, puisqu'on va accompagner Ever, qui va faire des voyages entre notre monde réel et cet univers parallèle. Il faut savoir que c'est le seul personnage du livre qui peut se transporter physiquement de l'autre côté. Et donc, ça lui confère une certaine importance. Mais bien sûr, à chacun de ses voyages, à chacun de ses allers-retours, ça va avoir des conséquences à la fois physiques et psychologiques, puisque chaque voyage s'accompagne de conséquences. Et on lui confie donc une enquête qui va concerner la disparition de 6 adolescents qui sont piégés de l'autre côté de la dimension. Et on comprend très vite qu'on lui demande un petit peu de réparer les pots cassés, puisque très vite, on s'aperçoit que le gouvernement est impliqué parce qu'il y a des histoires d'expérimentation qui sont faites sur la dimension, sur les voyages dimensionnels et les voyages temporels, et que ces adolescents se sont retrouvés piégés un petit peu à cause des expériences du gouvernement. Et Ever, d'ailleurs, a été victime de ces expériences-là, et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir ce point de vue un petit peu inédit sur la situation. Donc voilà, dans Everlight West, c'est vraiment du thriller psychologique. Vous allez très peu respirer, et c'est fait exprès. Vous allez être assez déstabilisé peut-être par certains personnages, puisque c'est un roman qui s'amuse à briser le 4e mur. Je pense que c'est un terme qui peut parler à ceux qui jouent notamment aux jeux vidéo. Briser le 4e mur, c'est tout simplement quand un personnage, en plus de s'adresser à un autre personnage du livre, s'adresse à vous en tant que lecteur et vous interpelle. Ça peut déstabiliser au début, mais je trouve ça assez intéressant justement pour jouer sur l'interactivité qu'on peut avoir. Et voilà, peut-être je parlerai de l'univers étendu un petit peu après, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Pour l'instant, j'ai surtout la question, as-tu des projets pour 2021 ? Je suis quelqu'un qui a toujours des projets. C'est vrai que le confinement et la situation sanitaire actuelle m'a donné énormément de temps et le loisir d'écrire. Donc le projet, on va dire le plus récent, enfin celui qui va être le plus d'actualité, c'est tout simplement une préquelle de Nolian. Donc c'est une histoire qui va se passer avant les événements de Nolian, et la fin de cette préquelle rejoint le début de Nolian, c'est-à-dire qu'on va avoir la même scène du début, mais du point de vue d'un autre personnage, qui s'appelle donc Svein, qui est le cousin de Nolian qu'on découvre vraiment sur les 20 premières pages de l'histoire. Et on va revisiter l'histoire de ce personnage-là, vraiment à travers ses yeux. Svein fait partie d'un ordre qui s'appelle l'ordre de Nilud. Et cet ordre-là
justement, a eu pour ordre d'éliminer Nolian, et donc on a toutes les conséquences de cette manipulation, de cette machination dans Nolian. Et je trouvais ça intéressant de revenir dessus, mais du point de vue de ce personnage-là, de son cousin. Voilà, donc ça va être beaucoup plus court que Nolian, pardon. On va être sur à peu près 220 pages en format livre. Donc c'est quelque chose qui sortira cet été. Pour l'instant, je suis sur les dernières corrections, c'est-à-dire que ça a été donc relu et corrigé déjà plusieurs fois par moi-même. Ensuite, je l'ai transmis à mes bêta-lecteurs qui ont fait leur retour. Et là, actuellement, on est en train de terminer de compiler tous ces retours. Moi, je prends en compte leurs retours et je les corrige au fur et à mesure. Et ensuite, j'envoie ça à David pour soumission de manuscrit. Et voilà, je suis très très impatiente parce que ce sera la première fois que je ferai appel à une illustratrice qui est assez connue, qui s'appelle Tiffs, qui fait un travail vraiment extraordinaire. Et voilà, autant pour l'Odyssée, pour Ever et pour Nolian, c'était assez facile de trouver des images déjà préconçues et avec certaines petites retouches. Mais là, j'ai une idée tellement précise de ce que je veux pour Svein que je pense qu'il faudra du sur-mesure. Et voilà, donc c'est une collaboration qui commencera mi-avril pour que le roman puisse sortir cet été si tout va bien. J'ai un autre projet de hors-série pour Everlight West qui, pareil, est déjà écrit. Alors ce sera sous forme de nouvelle, hein, ce sera assez court, qui va relater tout simplement la première enquête d'Ever étant enfant, puisque dans Everlight West, on retrouve Ever qui est déjà adulte. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue de ce détective qui justement a un esprit très précoce et de mettre en confrontation cet esprit précoce avec les règles de la société, parce que c'est facile pour un détective de déployer des moyens et de s'imposer quand il est adulte et qu'il est majeur, qu'il est responsable de lui-même. Mais le questionnement que je veux poser dans ce hors-série, c'est comment on fait quand on est jeune, quand on est précoce, quand on a 8 ans, qu'on a un esprit un petit peu de génie, et que la société t'impose des limitations. Par exemple, tu peux pas intégrer une enquête à 8 ans, enfin, en tout cas, c'est difficile. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais explorer avec ce hors-série. Et j'ai aussi 2 autres projets, donc un en cours d'écriture qui sera de la fantasy jeunesse, probablement une trilogie. Voilà, je pensais que ce serait un one-shot, mais finalement pour de la jeunesse, je pense que ce serait un petit peu long en one-shot, donc je préfère faire des petites histoires plus courtes. Et un gros projet qui n'est pas encore, que j'ai pas encore commencé d'écrire, mais voilà, qui sera sûrement mon plus gros projet, peut-être sur 7 ou 8 tomes, je sais pas encore. Voilà, dans les influences un petit peu de l'Attaque des Titans, de ces univers-là. Autant le roman fantasy jeunesse, c'est un truc tout mignon, tout poétique. Et là, j'avais envie de visiter justement un univers très violent, très brut, très dans la réalité finalement. Voilà, donc avec des personnages un petit peu plus bruts de décoffrage que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà pour les projets, ce qui est déjà pas mal. Du coup, Anne-Laure Nayonis, à bientôt. Merci de nous avoir rejoints. J'ai pas eu le temps de te remercier encore pour le moment. Et du coup, j'espère que tu reviendras nous voir. Merci beaucoup d'être passée, Anne-Laure. Et du coup, as-tu un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? On pose souvent la question, et c'est quelque chose que je mets aussi dans les remerciements de mes romans. Je dirais que c'est de pas avoir peur de se lancer, de vivre ses rêves à fond. Et je me dis toujours que les choses arrivent pour une raison. Et quand il y a une opportunité qui se présente, je pense qu'il faut la saisir. Parce que même si ça finit par une mauvaise expérience, entre guillemets, je pense qu'on a toujours du positif à tirer d'une mauvaise expérience. Et par exemple, quand j'ai signé dans cette première maison d'édition qui a fermé, j'étais vraiment dégoûtée. Hein. C'était vraiment, j'étais super contente au début d'avoir trouvé une maison d'édition. Et puis d'un jour à l'autre, tu reviens à la case départ et t'as plus de maison et tu récupères ton manuscrit et tu sais pas quoi faire. Mais peut-être que si j'étais pas passée par là d'abord, j'aurais peut-être jamais intégré Sud-Arène, je sais pas. Donc ouais, je dirais vraiment saisir l'opportunité au vol et juste vivez vos rêves à fond parce que vous n'avez qu'une seule vie et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc vraiment, il faut pas avoir peur du jugement ou de quoi que ce soit. Si vous écrivez d'abord pour vous, normalement, et que ça vous plaît, ça se ressentira. Et je trouve ça toujours mieux que de se forcer à écrire pour coller à une mode ou quelque chose. Voilà, il faut d'abord que ça vous plaise à vous.
et après vous partagez vos histoires. Et moi, comme je le disais, ça a été un exutoire, et quand j'ai des personnes qui reviennent me voir ou qui m'écrivent des lettres pour me dire que lire mes romans, ça leur a fait du bien et ça leur a redonné le sourire, je peux vraiment rien demander de plus, et pour moi, ma mission est accomplie à ce moment-là. Ouais. Alors du coup, on va passer aux questions surprises. Donc, première question, quel était le premier concert où tu es allée? Eh ben, c'était assez récent finalement. C'était en 2014, je crois. C'était un concert symphonique du Seigneur des Anneaux. Alors, le concert s'appelait Écho de la Terre des Milieux. Écho de la Terre du Milieu. Et c'était le Neko Light Orchestra, qui fait beaucoup de conventions, d'ailleurs, qui anime beaucoup de conventions, que j'aime beaucoup, qui a repris notamment les musiques de Ghibli, de Game of Thrones, enfin voilà, tous ces univers-là. Et voilà, donc premier vrai concert, c'était ça, et l'ambiance était géniale, franchement, j'ai adoré. Seconde question, quel est ton talent caché? Wow, c'est dur. C'est très facile pour moi de parler de mes livres, mais un petit peu moins de moi-même. Mon talent caché. Alors, je dirais que c'est un talent à double tranchant, mais je cerne assez facilement les gens. Donc, d'un regard, je peux dire si je vais m'entendre avec cette personne ou pas, si elle est nocive ou pas. Voilà. Ça m'a évité beaucoup de mauvaises rencontres. Mais voilà, j'essaye de pas trop me fier à ça non plus pour ne pas émettre un jugement trop rapidement, parce ça peut arriver de se tromper. Mais on va dire, ouais, un petit peu cette clairvoyance-là au niveau des gens et de ce que je peux ressentir juste en les voyant. Il y a quelqu'un qui semblerait être allé au même concert que toi. C'était à Montpellier, Katsugen. Je sais pas si c'est... Parce qu'ils ont fait plusieurs dates et plusieurs villes. J'étais allée à celle de Montpellier, où j'ai pas précisé. Une chose dont tu ne peux pas vivre sans. Ah. La musique. Et un super pouvoir que tu aimerais avoir. Pouvoir voler, parce que ça m'arrive très souvent de rêver de voler et d'avoir cette sensation-là, et ouais, pouvoir voler, ce serait pas mal. Ça fait 2 fois de suite que dans le super pouvoir, on a volé. je crois que je l'avais vu, oui, sur le dernier live aussi, ouais. Mais c'est tellement fascinant, et ouais, on a inventé les avions, on a inventé plein de trucs. Oui, Stéphie, c'est bien de toi que je parlais. Et dernière question, si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Au risque de paraître pas très original, je dirais Tolkien. Juste pour avoir une conversation avec lui, comprendre comment ça se passe dans son esprit. Et ouais, enfin, c'est tout l'aspect création d'univers et surtout création de langue qui me fascine. Et alors, à ma décharge, je n'ai pas encore lu en entier Le Seigneur des Anneaux. J'avais tenté de lire le premier tome et je pense que j'ai voulu le lire un petit peu trop jeune et toute la partie description m'a un petit peu freinée. Mais voilà, j'ai découvert les films il y a quelques années et il faudrait vraiment que je me plonge dans les bouquins. Mais voilà, toute cette richesse de l'univers, ouais, ça me donne envie de discuter avec lui pour savoir un peu comment il a créé ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour faire émerger tous ces univers. Alors, Stéphie vient d'apprendre que Tolkien était mort, et elle a dit que en vrai, ça devait être le bordel dans sa tête. Et du coup, c'est le moment de dire au revoir à notre public de YouTube. Donc, vous trouverez le lien vers ces différents livres dans la description. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Si vous voulez pouvoir la contacter, etc., ça sera dans la description. Bonjour le chat. Salut. J'ai mis dans le chat le... Ouh, mais c'est le squat aujourd'hui. J'ai mis dans le chat le lien vers la bande-annonce de Reality Insights. En fait, j'ai désactivé les liens. Ah, t'as désactivé les liens? Ouais, pour éviter les spams de robots et compagnie. Okay, mais du coup, ça sera tout disponible dans la description, etc. Et voilà.
Et du coup, Vous on a cherchez Reality Insight sur YouTube et vous tomberez dessus de toute façon. Et de toute façon, tu m'enverras le lien, ce sera dans la description. Voire j'ajouterai peut-être à la vidéo, on verra comme tu veux. Ok. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, nous avons un concours de nouvelles. Donc n'hésitez pas à venir sur nos différents sociaux pour découvrir de quoi il s'agit. Et voilà. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et du coup, sur le chat, c'est le moment de poser vos questions.